Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle séance de méthode d'estimation des charges, des coûts et outils de planification. La séance précédente, nous nous sommes arrêtés, nous étions au niveau du chapitre 2 qui a pour titre outils de planification et d'ordonnancement. Dans les outils de planification et d'ordonnancement, nous avons le diagramme de Gantt. Bon, nous avons commencé à travailler sur le réseau PERT. Lorsque nous avons travaillé sur le réseau PERT, à la fin de la session, il y a eu un certain nombre d'incompréhensions. Bon, hier, je vous ai dit que je devais monter un document qui devait faire montrer la différence entre les différentes dates au plus tard et au plus tôt. Mais en fonction de ce que j'ai eu à voir, ça ne servira à rien de revenir là-dessus. Bon, par rapport à la question qui avait été posée, oui, il y a une erreur au niveau de la détermination de début de la date au plus tard. Il y a une véritable erreur. Il y a une erreur, pourquoi? Parce que la date de fin au plus tôt de la tâche précédente et la date de fin au plus tard de la tâche, c'est deux éléments totalement différents. Donc, pendant que j'expliquais la formule de la date de début au plus tard, j'ai confondu entre la date de fin au plus tôt de la tâche précédente et la date de fin au plus tard de la tâche. Alors, merci bien à votre camarade Gans, je crois que c'était Ganzo ou un autre. Donc, il faut modifier ça dans les explications qui avaient été données. Lorsqu'on détermine la date de début au plus tard, lorsqu'on regarde la formulation de la date de début au plus tard, qu'est-ce que le cours dit? Le cours dit au niveau de la date de début au plus tard que la date de début au plus tard d'une tâche, c'est la date de fin au plus tard de la tâche moins la durée de la tâche. Donc, on prend la date de fin au plus tard de la tâche. Si on regarde la représentation de la tâche avec ses quatre parties, on a dit à l'extrême gauche, nous avons l'étape. Je voulais dire la représentation de l'étape, pas de la tâche. Au niveau de l'étape, à l'extrême gauche, on sait que nous avons l'étape proprement dit. Au-dessus, on a la date de fin au plus tôt de la tâche précédente et en bas, on a la date de début au plus tard de la tâche suivante. Donc, la date au plus tard, c'est celle qu'on prend en bas pour la formule et non la date du haut. Bon, on a essayé de ressortir le diagramme PERT, le réseau PERT. Je vous ai donné un autre exercice. Si on descend, je vais un peu ouvrir à ce niveau-là. Il y a un exercice. Je vous ai dit que pour cet exercice-là, vous essayez de ressortir. Bon, ici, ce n'est pas là. Il y a un exercice précis. Vous allez vous servir des connaissances sur les différentes formulations, parce que ça, c'est un réseau PERT qui a déjà établi avec son chemin critique. Vous avez là le chemin critique qui est de 35 jours avec les différentes étapes. On a les différentes étapes avec les différentes tâches. Alors, pardon, vous allez utiliser le même tableau qu'on a donné là, vous retracez le même tableau et vous essayez donc de ressortir ces différentes dates au plus tard et plus tôt. Quand on a le chemin critique, je prends un exemple ici. Regardez, ici, là, on a les deux marges 0, 0, 7, 7, 13, 13. Je viens ici, c'est 20, 30. Ça veut dire que la tâche ici ne fait pas partie du chemin critique. Je prends aussi la tâche, la tâche qui est ici, là. Je viens ici, là, j'ai 18, 20, 29. Ici aussi, ça ne fait pas partie. Vous voyez que si je trace mon chemin critique, j'ai 0, 0, 7, 7, 13, 13, 21, 21, 28, 28, 31, 31, jusqu'à 35, 35.
Donc, vous allez essayer de travailler sur ça. Bon, si nous avons fini avec le réseau de Gantt, c'est quoi le diagramme de Gantt? Le diagramme de Gantt est un outil très utilisé par les opérationnels pour visualiser le suivi des tâches d'un projet. Il se présente sous la forme d'un planning qui comporte en colonne un calendrier dont le découpage peut être journalier, hebdomadaire ou mensuel en fonction du projet suivi, et en ligne les tâches en distinguant l'aspect prévisionnel et l'aspect réel. Par rapport au graphe, bon, pas par rapport au NPM, par rapport, on m'a dit par rapport au graphe PERT, il ne fait pas apparaître les dates de début au plus tard et ne permet pas de faire apparaître le chemin critique. En revanche, il a l'avantage d'être assez simple à construire. Il a l'avantage d'être assez simple à construire et à lire. Il a surtout l'avantage de pouvoir être utilisé pour réestimer le coût d'un projet en cours d'avancement, en prévoyant au moins 2 lignes par tâche de manière à faire figurer sur une ligne la prévision et sur une autre ligne la réalisation. Si on rentre un peu sur le réseau PERT, au niveau du réseau PERT, le réseau PERT nous renseignait sur le chemin critique. Le réseau PERT nous renseignait plus sur quoi? Sur les dates. Alors, le diagramme de Gantt, en plus d'avoir des idées sur les différentes dates, on a aussi les idées relatives au coût. Vous avez par exemple la liste des tâches. On a un exemple illustratif. C'est une méthode purement technique. Ça veut dire que ici, c'est l'exemple que nous allons résoudre qui va nous permettre de comprendre le modèle de construction de ce graphe-là, de ce diagramme. Alors, la société Dico a décidé de construire un magasin. Celui-ci est en cours d'aménagement. On vous remet en annexe la liste des tâches et les coûts prévus, le planning et l'état des réalisations 20 semaines après le démarrage du projet. Alors, ici, le projet a démarré, on est déjà à 20 semaines. Ça veut dire qu'on a passé du temps. Maintenant, on dit liste des tâches et coûts prévus. J'ai les tâches immédiatement antérieures, j'ai les durées prévues par semaine, les coûts. La première tâche, c'est quoi? C'est destruction, agencement existant. Il n'y a pas de tâche antérieure. Ça veut dire que la tâche A est au premier niveau. La durée prévue pour la destruction et l'agencement, c'est combien? C'est 2 semaines, avec un coût prévu de 60 000. J'ai la tâche B ici. On se rend compte que la tâche A vient avant la tâche B. La tâche B vient avant la tâche C. La tâche C vient avant la tâche D. La même tâche C vient avant la tâche E. La tâche D vient avant F et la tâche D vient avant G. On a donc notre tableau. Ici, nous avons l'état des réalisations après 20 semaines. Nous avons l'état des réalisations après 20 semaines. Comment est-ce qu'on a réalisé? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des réalisations? On a les tâches. On a les durées réelles des tâches réalisées ou débutées. Réalisées à 20 semaines, on a les coûts réels. Je prends un exemple sur la tâche A. Au niveau des prévisions, on a dit que la tâche A avait une durée de 2 semaines et un coût de 60 000. Mais si je viens au niveau des réalisations, après 20 semaines, je me rends compte que la tâche A est réalisée à 100%. Mais elle a plutôt pris 3 semaines au lieu de 2 semaines qui avaient été prévues. Et la même tâche A pris un coût de 68 000, alors que nous avions prévu que ça devait prendre 60 000. Vous vous rendez compte que la tâche A pris plus de temps, puisqu'on avait 2 semaines et maintenant on se rend compte que sur le terrain, c'est 3 semaines. Ici, au niveau du coût, on a fait des prévisions à hauteur de 60 000, mais on se rend compte que après 20 semaines, la tâche A nous a coûté 68 000.
C'est la même chose pour les autres tâches. Il y a des variations. Si je prends une autre tâche au hasard, parce qu'on ne va pas, ça ne sert à rien de développer toutes les tâches. Je prends par exemple la tâche E, création de quai d'expédition. On dit que la création de quai d'expédition va se faire pendant 2 semaines, avec pendant 2 semaines ici là, va se faire pendant 2 semaines, avec un coût estimé à 58 000. Lorsque je reviens ici là au niveau des réalisations, on était au niveau de la tâche E. Je me rends compte que ça a pris effectivement 2 semaines et je vais dire, lorsqu'on a réalisé 100%, ça veut dire qu'on a fini avec cette tâche et elle a pris effectivement 2 semaines. Son coût, c'est 58 000. Vous voyez que la tâche E a respecté ce que nous avons prévu. Nous avons prévu 2 semaines pour un coût de 58 000 et effectivement, nous avons là 2 semaines pour un coût de 58 000. Nous avons, je viens ici là, on a toujours nos 2 semaines pour un coût de 58 000. Je viens maintenant au niveau du travail à faire, la consigne. La première consigne, c'est d'établir le planning prévisionnel des travaux sur un diagramme de Gantt, en déduire la date prévisionnelle de fin des travaux. On commence donc par le planning. Voici comment se présente dans le diagramme de Gantt. Voilà, nous avons notre diagramme de Gantt. Ici, il a déjà été établi et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a fait pour avoir ce diagramme de Gantt là. Le jeu, c'est quoi? C'est de respecter les durées qui ont été mises, que ce soit au niveau des durées prévues. Je vais commencer par les prévisions. Je ne vais pas d'abord parler des réalisations. Vous voyez ici, là, voici notre diagramme de Gantt. Ici, en haut, nous avons quoi? Nous avons les semaines. Première semaine, deuxième semaine, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, jusqu'à 30e semaine. Ici, nous avons quoi? Nous avons les tâches. On a A, B, C, D, E, F, G. On a toutes nos différentes tâches là. Alors, vous voyez que le P signifie prévu et le R signifie réalisé. Partout, il y a le P là, ce qui est moins foncé là, c'est la partie prévue. Ici, je vais vous montrer là. Tout ici, là, ici, 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 ici et là. Voilà. Ça, c'est la partie prévue. Et l'autre, si, j'ai oublié celui-ci. Là où c'est moins foncé, là, c'est la partie prévue. On commence. Bon, j'ai les dates et je vais, comme l'autre tableau est là-bas, je ne vais pas pouvoir jumeler, mais je vais expliquer en fonction des dates. Dans la première tâche, c'est destruction, agencement existant. La durée prévue, c'est 2 semaines. Pour 2 semaines. J'ai donc la tâche A ici, là, la prévision, c'est 2 semaines. J'ai 2 carreaux. 1, 2. 2 semaines. Voici mes 2 carreaux. 1, 2. J'ai 1 et 2 carreaux là. Je viens maintenant j'ai dit qu'on commence par les prévisions. Tâche B, mise en place d'un nouvel agencement. Durée prévue 8 semaines. Vous avez vu ce qui se passe ici? Ok, je reviens là. J'ai dit au niveau de la tâche B. Je suis au niveau de la tâche B. Mise en place d'un nouvel agencement. La durée, c'est 8 semaines. Les 8 semaines, là, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8 carreaux. Ça fait 8 semaines. Dans le tableau, on a dit que A, la tâche antérieure à B, c'est A. Ça veut dire que lorsque je finis avec A, j'ai B. Vous voyez là, je finis avec A directement, j'ai B. Et B a une durée de 8 semaines. Je viens au niveau de la tâche C. La tâche C, c'est mise en place d'un nouvel agencement. Bon, c'est aussi mise en place d'un nouvel agencement. La tâche C, je vais dire que la tâche B est immédiatement antérieure à la tâche C. Vous voyez au niveau de la tâche C ici. C a une durée de 4 semaines. 4 semaines correspond aux 4 carreaux là. 1, 2, 3, 4 carreaux. Et la tâche C vient après la tâche B. La tâche B est quoi? Elle est immédiatement antérieure à C. C'est pour ça que j'ai ça. On avait A, B
Et là, on est au niveau de C. Je descends au niveau maintenant de D. La tâche D, c'est mise en place des dispositifs de stockage. La mise en place des dispositifs de stockage prend 7 semaines. Je suis au niveau de la tâche D. On dit que ça prend 7 semaines. Si je viens ici au niveau de la tâche D, je compte les carreaux là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 7 semaines. La tâche D, quand je regarde les tâches immédiatement antérieures, je reviens un peu là-bas pour vous montrer là où je prends cette information-là. Je vais revenir derrière. Vous voyez ici, à ce niveau-ci. Parce qu'il ne faut pas que j'avance alors que vous n'êtes pas en train peut-être de comprendre comment est-ce qu'on conçoit le tableau. Voici les tâches immédiatement antérieures. Il n'y a aucune tâche qui précède A. A est directement antérieur à B. B est directement antérieur à C. C est directement antérieur à D. Et C est directement antérieur à E. D est directement antérieur à F. D aussi est directement antérieur à G. Ce qui nous permet d'avoir cette impression, ce calendrier-là. Le genre, les tâches sont comme ça. Elles sont comme ça. L'une après l'autre, ainsi de suite. L'une après l'autre. Quand on sera dans notre diagramme de Gantt, c'est que si ici je suis au niveau de la tâche A, là je serai à la tâche B, ici je serai à la tâche C, et là je serai à la tâche D. Bon, je reviens sur notre diagramme. Bon, on revient au niveau de la tâche. On a fini avec la tâche D. Maintenant, je suis au niveau de la tâche E. Vous allez voir un peu le décalage. Lorsqu'on était à A, B, C, vous voyez comment ça partait en escalier. Maintenant, la tâche E. Pourquoi est-ce que la tâche E, elle est décalée? Lorsqu'on regarde dans notre liste des tâches prévues, la tâche E, oui, j'entends beaucoup de bruit là. Apparemment, il y a quelqu'un qui... Il y a une question. S'il vous plaît. Monsieur Ngansou, votre micro est ouvert et vous êtes en train de bavarder. Monsieur Ngansou. Ok, on avance. Je disais ceci. On est au niveau de la tâche E. La tâche E. Lorsqu'on est passé de A à B, de B à C, de C à D, on avait l'impression qu'on descendait, on est en train de descendre sur... on avait l'impression qu'on descendait un escalier. Mais pourquoi est-ce que la tâche E se retrouve ici? Lorsqu'on regarde le dictionnaire des précédents, la tâche C précède la tâche E. Ça veut dire que pour débuter la tâche E, je dois d'abord regarder au niveau de C. Vous avez vu, je rentre ici au niveau de C. Je vais faire le petit dessin là. La tâche C finit ici. Voilà. Comme la tâche C finit là et que la tâche E est la tâche C est directement antérieure à E, c'est pour ça qu'on commence plutôt la tâche E à ce niveau-ci là. Et la tâche E a une durée de 2 semaines. Nous avons nos deux carreaux là. Je descends maintenant à ce niveau. À la tâche F. La tâche F, c'est la tâche C, la tâche D qui précède la tâche F. Donc il faut que la tâche D finisse là. On finit à la tâche D. Si je viens au niveau de la fin de la tâche D, c'est ici. Voilà. Alors, là, j'ai la tâche F. La tâche F a une durée de 1 semaine. On a un seul carreau là. Ici, la tâche F. Elle a une semaine, durée de 1 semaine. On a un seul carreau.
Après, nous avons la tâche G. Ça, c'est la dernière. Installation du matériel de bureau qui a une durée de 4 semaines. Et la tâche qui vient, qui est antérieure à la tâche G, c'est la tâche D. Vous voyez donc qu'il faut d'abord que D finisse ici avant qu'on ait G. Là, on a fini de représenter notre diagramme au niveau des prévisions. J'ai dit qu'on va regarder les réalisations avec. On a fini de présenter au niveau des prévisions. Alors. La question maintenant qui se pose, je vais revenir là. La question qui a été posée est relative au fait d'établir le planning prévisionnel des travaux sur le diagramme de Gantt, c'est ce qu'on vient de faire, et en déduire la date prévisionnelle de fin des travaux. Alors, la date prévisionnelle de fin des travaux, c'est quoi? La date prévisionnelle de fin des travaux, c'est encore la date prévisionnelle de fin de la dernière tâche, soit 25 semaines après le début des travaux. Je vais revenir à la dernière tâche pour qu'on confirme ces 25 semaines-là. Voici la dernière tâche ici. La dernière tâche, c'est la tâche G. La dernière tâche là, c'est G. Vous voyez que la fin des carreaux au niveau de G, c'est au niveau de la 25e semaine. Là. C'est ça la date prévisionnelle de fin des travaux. C'est ça la date prévisionnelle de fin des travaux. Maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, c'était de... Au niveau de la deuxième question, on dit en supposant que la tâche D sera poursuivie au même rythme. En supposant que la tâche D sera poursuivie au même rythme, en telle durée et coût, que durant ces deux premières semaines de réalisation, je vais dire, en supposant que la tâche D sera poursuivie au même rythme, entre parenthèses, durée et coût, c'est-à-dire on aura le même rythme au niveau de la durée, le même rythme au niveau des coûts, que durant ces deux premières semaines de réalisation, indiquer quelle devrait être la durée totale du projet et réestimer son budget total. Alors, je viens ici au niveau de la tâche D. Moi, je vais rentrer d'abord au niveau des prévisions pour... Voilà. J'ai la tâche D. Mise en place des dispositifs de stockage des ouvrages. La tâche D a une durée totale de combien de semaines? On a prévu 7 semaines avec un coût estimé à 105 000. Maintenant, au niveau des réalisations, qu'est-ce qui se passe avec la tâche D? Je vais un peu marquer pour qu'on ait l'aperçu de la tâche D. Après 20 semaines de travaux, la tâche D, après 20 semaines de travaux, on n'a que eu combien? On n'a que travaillé sur la tâche D pendant 2 semaines. Et 25% de réalisation. Si on dit qu'on a 25% de réalisation, ça veut dire qu'on a réalisé combien? Un quart du projet. Un quart, je vais dire un quart de la durée et du coût de cette tâche. Coût réel, 50 000. À 25%, nous avons déjà 50 000. Combien? Il nous reste 75% pour atteindre 100%, c'est-à-dire pour finir cette tâche-là. Si j'ai utilisé 50 000 pour 25% avec une simple règle de 3, je vais utiliser combien à 100%? Il va falloir ajouter les 3 autres, c'est-à-dire 50 000 fois 3. Ça va donner 50 000 plus les 50 000, ça donne 200 000. Ça veut dire la tâche D à 100%, on va penser 100 000. Alors, au niveau des semaines aussi, on doit regarder. À 25%, nous avons travaillé pendant 2 semaines. On a dit qu'on garde le même rythme en termes de coût et en termes de durée. Ça veut dire qu'il nous reste combien? Je fais encore 2. Il nous reste les 3 quarts. Il nous reste 3 quarts. Si je multiplie 2 semaines par 3, ça va donner 6 semaines.
Ça veut dire qu'au total, nous aurons 8 semaines prévisionnelles pour la tâche C. À 20 semaines de réalisation, nous n'avons pas encore commencé la tâche F et la tâche G. Vous voyez ici, là, c'est 0, 0. Puisque F devait avoir une durée de... la durée prévue de F, c'est une semaine avec un coût de 83 000. Et la durée prévue de G, pardon, c'est 4 semaines avec un coût de 120 000. La question est donc de faire quoi? D'indiquer quelle devrait être la durée totale du projet et réestimer son budget. Pour trouver ça, nous devons encore aller dans le diagramme de Gantt, faire maintenant les prévisions. On avait fini de déterminer, de construire notre diagramme avec les réalisations. Avec les prévisions, maintenant nous allons construire le diagramme de Gantt avec les réalisations. Je viens au niveau du diagramme. On a fini avec les prévisions. On entre maintenant au niveau des réalisations. J'ai ça, j'ai là, j'ai ici et j'ai là. Les réalisations, c'est ce qui est un peu plus foncé là. Alors, lorsqu'on regarde le tableau des réalisations, la tâche A a 3 semaines. Je mets dans les 3 semaines là, ici, là. 1, 2, 3 semaines. La tâche B a 10 semaines. Comme la tâche B vient après la tâche A, ou bien la tâche directement antérieure à B, c'est la tâche A, j'ai donc ça, je commence B ici, où A fini. Je compte les 10 carreaux là pour les 10 semaines. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10 carreaux. Je viens maintenant au niveau de la tâche C. La tâche C a 5 semaines. J'ai donc la tâche C qui commence là, c'est 5 semaines. La tâche D, on est au niveau de la tâche D. On nous a dit que la tâche D devait garder un même rythme. À 20 semaines, la tâche D avait à consommer 2 semaines. Quand on calcule pour finir, on a fait 2 fois 3 semaines, ça nous donnait 6 semaines, plus les 2 semaines là. Ça veut dire qu'au total, la tâche D doit consommer 8 semaines. Je viens au niveau de la tâche D, compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines. Alors, je descends maintenant au niveau de la tâche E. La tâche E a 2 semaines. Je viens au niveau de la tâche E, j'ai mes 2 semaines là, 1 semaine, 2 semaines. Au niveau maintenant de la tâche F et G, comme dans on appelle ça comment, dans l'état de réalisation, j'ai hâte de réaliser la totalité de A, la totalité de B, la totalité de C. J'ai réussi par le calcul à finir avec D. J'ai aussi fini avec la tâche E. Comme on n'a pas de données de données réelles pour finir le projet ici là, je vais reconduire les mêmes durées que j'avais au niveau des prévisions. Vous savez que je reviens ici à la tâche F, installation du matériel de bureau qui était une semaine. J'ai mes 1 semaine là, voici la tâche F. J'ai mes 1 semaine là. J'ai la tâche F, réalisation, 1 semaine. Et la tâche G qui était installation du matériel de bureau avait une durée de 4 semaines. J'ai la tâche G là qui a une durée de 4 semaines. Alors, la question qui a été posée, c'est quoi? C'est de donner la durée, d'indiquer maintenant quelle devrait être la durée totale du projet. On garde le même raisonnement. Si on garde le même raisonnement, ça veut dire que la durée de fin des travaux, ce sera quoi? Ça sera la date de réalisation de fin de la dernière tâche. Ici, la dernière tâche, c'est quelle tâche? C'est la tâche G. Elle se réalise à quel moment? On regarde le dernier jour, c'est dans 30 semaines. Là, vous avez répondu à la question. Donc, la durée totale du projet, au niveau de la question 2, le projet devrait durer au mieux 30 semaines après son commencement. Parce qu'on regarde la fin de la dernière tâche du projet en termes de réalisation, c'est au niveau de la 30e semaine. Maintenant, nous devons pouvoir déterminer quoi? Le nouveau budget, parce qu'il faut réestimer le budget. Je cherche là où on réestime le budget.
On va rentrer au niveau de la réestimation du budget. Voilà. Pour la réestimation du budget, j'ai ici là la tâche A. Le coût réel, on nous a donné, le coût réel A, c'est 68 000. Le coût réel de B, on nous a aussi donné 192 000. Le coût réel de C, on nous a donné, c'est 36 000. Au niveau de D, à 20 semaines, on a dit qu'on était à combien? On était à, on était à 50 000 réalisé à 25%. Si 50 000 représente les 25%, les 75 autres pourcents, c'est-à-dire 50 000 fois 3, vont donner 150 000. Plus les 50 000 qui représentent la réalisation de 25%, on a donc combien? On a donc ici 200 000 au niveau de la tâche D. Au niveau de la tâche E, on a aussi achevé la tâche E. C'était le coût réel, c'était effectivement 58 000. Mais on a donc F et G. Comme F et G, on n'a pas encore eu le coût réel et qu'on veuille trouver les dates et les coûts jusqu'à la fin du projet au niveau des réalisations, on va donc considérer leur coût prévisionnel. On a donc 83 000 et 120 000. Le budget donc sera réestimé, à 757 000. On a donc réestimé notre budget. Ça, c'est la brève présentation que nous avons au niveau du diagramme de Gantt. Ça, c'est une brève présentation qu'on a au niveau du diagramme de Gantt. Si vous gardez, ça veut dire que si vous gardez en tête la façon dont la séquence avec laquelle on fait, on fait passer les différentes tâches, c'est-à-dire en escalier, quand on passe d'une tâche à une autre, si elle est immédiatement précédente, ça se passe comme ça. Le diagramme ressemble à ceci. Si toutes les tâches étaient immédiatement précédentes. Mais on peut avoir une tâche qui vient plutôt commencer là. Ça ne dérange pas. On peut avoir une autre qui vient plutôt commencer là. Jusqu'à ce qu'on atteigne la dernière tâche. Donc, lorsqu'on a fini de déterminer, lorsqu'on a fini de représenter le diagramme de Gantt, avec les logiciels, parce que avec les logiciels, quand vous prenez par exemple le logiciel MS Project, vous faites comment? Il permet que tu aies au niveau de l'interface, que tu aies les deux tableaux. C'est-à-dire le tableau où tu vas renseigner les informations sur les délais. Tu vas renseigner les informations sur les délais et les différentes, avec les différentes tâches en sachant quelle tâche vient avant l'autre. De l'autre côté, au fur et à mesure que tu vas renseigner les informations, le logiciel va te permettre donc de construire ton diagramme. Et la construction du diagramme au niveau du logiciel, elle est similaire en tout point avec ce qu'on vient de faire là. Bien que c'est un diagramme, je vais appeler ça, c'est un logiciel, c'est un logiciel en termes de vue, vous permet peut-être d'avoir des carreaux comme ça, en faisant comme ça, avec un petit crochet, lorsqu'on passe d'une tâche à une autre, un petit crochet, mais le raisonnement reste le même, parce que qu'on fasse ceci, ou ce que je venais de faire là, c'est la même chose. Ici, c'est juste pour dire que la tâche ci vient avant l'autre. La tâche ci vient avant l'autre. Lorsqu'on va montrer les interfaces des différents logiciels, vous aurez la capacité de mieux apprécier cela. Alors, on a fini avec l'ordonnancement et on a fini avec les outils de planification et d'ordonnancement. On a fini avec les outils de planification et d'ordonnancement. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de me dire, de poser les différentes questions relatives à la construction du diagramme de Gantt. S'il y a eu des soucis pendant la construction du diagramme de Gantt, vous avez 5 minutes avant qu'on ne passe au chapitre 3 sur la généralité, sur la gestion de projet. J'attends vos différentes questions par rapport à la construction du diagramme de Gantt.
Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Ngansou. Et par rapport à moi, j'ai bien suivi votre cheminement et je pense pas avoir de questions pour l'instant. D'accord. Bon, lorsque on est en train de parler, je vais un peu rentrer dans le préambule du cours avant d'arriver au niveau du chapitre 3. Le cours dit bien méthode d'estimation des charges, des coûts et outils de planification. On estime les charges, les coûts et on se sert des outils de planification et d'ordonnancement. Pourquoi? C'est pour les projets. Parce que ce sont des projets que nous allons estimer. Ce sont les charges et les coûts, pardon, ce sont les charges et les coûts relatifs au projet que nous allons estimer. Les outils de planification que nous avons vous allez vous rendre compte que les outils de planification que nous avons eu à utiliser, c'était pourquoi? C'était pour des projets. Ça veut donc dire que le cœur même du travail que nous devons effectuer dans le cadre de ce cours, c'est de comprendre les projets. C'est pour ça que nous aurons un chapitre introductif au projet appelé généralité sur les projets, c'est-à-dire le chapitre 3. Quelles sont les généralités sur les projets? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quelle est l'approche notionnelle que nous devons avoir lorsqu'on parle des projets? Parce que parler de projet, c'est quoi? C'est une notion, comment dirais-je, c'est une notion qui prend diverses formes dans divers contextes. Parce que celui qui fait MBH comme vous, maintenance, qui fait MBH comme vous, sa façon de concevoir le projet. Si j'arrive chez un étudiant, par exemple, de génie civil, option génie civil, peut-être génie civil ou travaux publics, sa façon donc de concevoir le mot projet, ça ne sera pas la même. Pourquoi? Parce que le fait que vous soyez dans des disciplines différentes, que vous utilisez des techniques différentes, alors vous ne pouvez pas avoir la même appréhension du projet. Néanmoins, la notion de projet dans toutes les disciplines possibles a un fil conducteur qui permet de garder le sens du mot projet. Parce que que l'on soit dans une discipline ou dans une autre, on peut facilement garder ce sens-là. Alors, je viens au niveau du chapitre 3. Le chapitre 3 qui est intitulé Généralité sur la gestion de projet. Dans ce chapitre, nous délimiterons la notion de projet qui est très souvent confondue à une succession d'opérations. Circonscription de la notion de projet, définition. C'est un terme polysémique. On ne peut pas le définir avec un seul... en fait, on ne peut pas avoir une seule définition du concept. Alors, nous allons utiliser plusieurs... je vais appeler ça comment? Plusieurs prismes pour définir la notion de projet. Je vais prendre d'abord l'AFNOR. L'AFNOR, c'est l'Agence française de normalisation, qui est similaire à celle que nous avons au Cameroun, qui est quoi? La NOR, qui est l'Agence des normes et de la qualité. Parce qu'au Cameroun, on a la NOR. On a cette agence des normes-là. Mais au niveau de la France, ils ont l'AFNOR. Alors, l'AFNOR définit donc le projet comme étant une action spécifique, nouvelle, qui structure méthodiquement et progressivement une réalité à venir pour laquelle on n'a pas encore d'équivalent. Une action spécifique. La spécificité, ça c'est une caractéristique importante du projet. Nouvelle, la novation. Il faut que le projet ait quelque chose de nouveau.
qui structure méthodiquement et progressivement une réalité à venir pour laquelle on n'a pas encore d'équivalent. Tu ne sais pas encore ce qui va t'arriver quand tu t'engages, par exemple, quand tu gagnes un marché. Je veux prendre si quelqu'un dans, par exemple, dans les travaux publics. Projet de construction de route. Tu dois peut-être construire, bitumer la route Douala-Yabassi, c'est un exemple. Tu ne sais même pas encore si les pluies vont, par exemple, te laisser, les différentes intempéries. Peut-être le sol. Quand tu vas voir la route que tu dois suivre, la route qui était non bitumée, tu peux te rendre compte que ça ne sert à rien de la suivre, qu'il va falloir plutôt avoir quoi. On parle souvent de déviation. En fait, il faut que ce soit incertain parce que si tu connais déjà exactement ce qui va arriver, tu n'es plus en train de, ce n'est plus un projet, ça c'est une opération. Alors, deuxième définition, ça c'est la définition de la FITEP. La FITEP, c'est l'association francophone de management de projet. L'association francophone de management de projet. Alors, la FITEP définit le projet comme étant un ensemble d'actions à réaliser pour satisfaire un objectif défini dans le cadre d'une mission précise et pour la réalisation desquelles on a identifié non seulement un début, mais aussi une fin. Dans la définition de la FITEP, tu dois connaître que le projet a un début et une fin. Tu dois connaître la date de départ et la date d'arrivée. La mission doit être précise. Alors, on a aussi les normes ISO, qui a aussi la norme ISO 10006 qui définit le projet. La norme ISO, c'est l'Organisation internationale de normalisation. Bon, en anglais c'est International Organization for Standardization. Alors, on a créé la norme ISO en 1940. Mais dans la majorité des domaines, je suis sûr aussi que dans le vôtre, il y a les normes ISO. La norme ISO 10006 donc définit le projet comme un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entreprise dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, le mot spécifique revient, telles que les contraintes de délai, de coût et de ressources. Alors, dans les deux premières définitions, la notion d'objectif est clairement explicitée à FITEP et ISO. La notion d'ensemble d'activités ou d'actions est retenue, mais il faut tout de même distinguer le projet d'un ensemble d'opérations. Vous trouverez dans le tableau suivant quelques indications qui vous permettent de faire la différence entre quoi? Entre un projet et une opération. À gauche, j'ai l'activité projet. Et à droite, j'ai l'activité opération. Le projet, on a non répétitif. Les activités du projet sont non répétitives, tandis que les activités, les opérations sont répétitives. Elles sont non répétitives, pourquoi? Parce que quand on regarde la définition, il faut que ce soit quoi? C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de spécifique. Les décisions sont irréversibles, tandis qu'ici, là, les décisions sont réversibles. Exemple je vais donner un petit exemple pour montrer cette affaire de décision irréversible au niveau des projets. Je prends le projet de construction d'une maison. Si dans le projet, j'ai décidé peut-être de faire un R+1, ça veut dire que la dalle, le type de dalle, le type de poteau que je vais utiliser doit correspondre à quoi? Doit correspondre à un bâtiment R+1. Si déjà au départ, j'ai eu à utiliser le type de fer pour un bâtiment R+1, à la suite du projet, ça va devenir une contrainte pour moi. Je ne pourrais pas dire, je suis vers la fin, je dis non, il faut ajouter un autre. Si je veux ajouter un autre niveau, je serai obligé de faire quoi? De venir détruire vers le bas parce que le type de fer ou le type de béton que j'ai eu à utiliser au départ, c'était pour
un R+1. On a l'incertitude forte au niveau du projet alors que l'incertitude est faible au niveau des opérations. Parce que les opérations, on connaît déjà l'issue. Tandis qu'au niveau du projet, on ne sait même pas ce qui va nous arriver devant. L'influence forte des variables externes au niveau du projet alors que l'influence des variables au niveau de l'opération, c'est plutôt une influence forte des variables internes. Le projet a une limite dans le temps. C'est très important de le souligner parce qu'on a dit qu'il faut qu'il y ait une date de début de projet et une date de fin de projet. Une activité opération peut être illimitée dans le temps. Alors, nous avons quelques illustrations. Première illustration, exemple 1. Une entreprise qui fabrique de millions de briquets par jour fait dans les opérations. Ces opérations consistent à fabriquer les briquets chaque jour. Maintenant, si elle décide de mettre sur le marché un briquet de luxe, ça devient un projet. Parce que ce briquet de luxe-là, lui, il aura ses spécificités. Ils vont s'asseoir pour faire quoi? Pour monter le projet de fabrication de briquets de luxe. Il aura ses spécificités parce qu'il n'aura pas, en fait, il aura ses caractéristiques. Ces caractéristiques seront différentes, peut-être pas en tout point, mais elles seront différentes de celles des briquets ordinaires. Bien que dans les deux cas, le produit final est un briquet, les caractères d'unicité, d'originalité sont à mettre au compte du projet. De même, dans le cadre du projet, surtout au début, l'incertitude est grande. On ne connaît pas encore la forme du briquet, la matière qu'on devra utiliser pour sa fabrication. On a un deuxième exemple. Pour illustrer, un laboratoire décide de mettre en place un vaccin contre le coronavirus, entre parenthèses COVID-19. Il prendra fin lorsqu'on aura trouvé un vaccin. Vous voyez que ici, c'est quoi? On ne va pas respecter la durée, puisque c'est le jour où on va trouver le vaccin qu'on va arrêter de chercher. Ce type de projet donc ne répond pas aux critères de projet objet de secours. Puisqu'on n'est pas là pour les projets à l'infini. Non. Un projet doit avoir une date et début et une date de fin explicite. Bien que l'objectif soit louable, les outils développés dans ce cours ne permettront pas de bien appréhender un tel projet. Ça veut dire que pendant ce cours, les techniques que je vais vous apprendre, ce n'est pas pour ce type de projet-là, des projets à l'infini, non. C'est pour des projets précis. Il est nécessaire de se donner ces repères temporels pour un meilleur suivi et évaluation. Si tu n'as pas les repères temporels, ça ne sera pas évident d'effectuer le suivi et l'évaluation du projet. Alors, on entre donc dans les principales caractéristiques d'un projet. Les projets sont en général caractérisés par l'unicité. Première caractéristique. À chaque fois, on va expliquer l'unicité. Le produit ou le service d'un projet est unique ou a un caractère d'unicité. Le produit ou le service peut être unique même s'il fait partie d'un ensemble très important. Citons comme exemple un appartement dans une résidence immobilière. Les appartements sont tous uniques car ils n'ont pas le même propriétaire et ou le même emplacement. Si j'arrive dans un quartier qui a déjà été bien, je vais appeler ça comment? Un quartier qui est bien aménagé. Il y a déjà les différents appartements peut-être de mes voisins. Lorsqu'on me donne mon lot, je dois venir construire le mien. Je vais appeler une entreprise qui va venir construire cet appartement. C'est un projet. Parce que je vais lui dire qu'on évalue, on va évaluer le coût du projet. Il va dire, bon, pour livrer la maison, il faut tel montant. Et les délais, c'est quoi? Je te livre ça dans tel nombre de mois.
Ceux qui sont souvent un peu futés là, quand vous passez devant un projet de construction, la quasi-totalité des projets de construction, vous trouvez peut-être un immeuble. Vous allez toujours voir une pancarte là dehors, on va vous mettre maître d'œuvre, maître d'ouvrage, délai d'exécution. C'est parce que si on a mis délai d'exécution 6 mois, le projet là, on connaît à la date et on connaît la fin. On a fini de mener les études. On se dit que il faut qu'en 6 mois, on ait déjà livré, par exemple, le bâtiment là. C'est un exemple. Alors, la durée donc, du projet est quoi? On dit durée limitée. Tout projet a un début et une fin explicite. On doit être clair là-dessus. Les objectifs. Chaque projet doit comporter des objectifs clairement définis qui permettent la satisfaction d'un besoin spécifique et particulier. Dans le cas contraire, le déroulement du projet peut connaître des sérieuses difficultés. Puisque si tu ne sais pas déjà exactement ce que tu veux en termes d'objectifs, l'objectif à atteindre, si on prend l'exemple du briquet là, du briquet pour de luxe, l'exemple numéro 1 là. Je sais déjà que le briquet va permettre, si c'est pour les cigares, le briquet va permettre aux utilisateurs ou aux consommateurs de cigares d'allumer leurs différents cigares. Ça, c'est l'objectif. J'ai cet objectif dans ma tête. Ça veut dire que dans ma conception, ma phase de conception, dans ma phase de réalisation, je dois toujours me mettre en idée, je dois toujours me mettre en tête que je dois atteindre cet objectif-là. La preuve, si je finis de fabriquer un briquet qui est tellement joli, mais qui ne s'allume pas, qui ne permet pas d'avoir le feu, qui va allumer les cigares, est-ce que j'atteins l'objectif? Puisque j'aurais ça devient comme un projet fantaisiste. Tu réussis à fabriquer un briquet luxueux avec des formes assez jolies, mais ce briquet-là ne fonctionne pas. Est-ce que tu as donc atteint cet objectif? Au-delà de l'objectif, nous avons ce qu'on appelle la novation. La novation est toujours présente dans un projet, car le produit du projet est toujours nouveau. La novation peut être partielle si le produit final de deux projets est similaire, mais l'exécution du projet peut être complètement différente. Il faut toujours cette touche-là, cette touche de nouveauté dans un projet. On construit les maisons chaque jour. On est d'accord, par exemple, le cas des maisons. On construit les maisons chaque jour. Mais rien que dans la configuration du plan, il y a toujours cette partie innovation-là. Un bonhomme va arriver, on dit non, les standards, il faut mettre la cuisine à tel niveau. Il dit c'est ma maison. Ajouter peut-être tel genre de pièces à l'intérieur de la maison. C'est ça qui fait, même, je vais appeler ça comment? C'est ça qui fait la beauté même du projet. Qu'il y ait toujours cette touche de nouveauté là. Parce que à la fin, c'est même cette touche de nouveauté là, je vais appeler ça comment? C'est cette partie là qui va permettre de faire quoi? C'est cette caractéristique additionnelle qui va permettre de distinguer votre projet d'un projet à bien des égards similaires. Mais on arrive maintenant au niveau de il y a beaucoup de caractéristiques au niveau de l'incertitude. Dans tout projet, il y a une part d'incertitude liée au caractère unitaire, mais aussi à l'environnement extérieur qui peut être difficile à appréhender. Dans la construction d'une autoroute, l'aléa climatique peut significativement modifier la durée du projet. Ceux qui maîtrisent bien le petit tronçon, lorsqu'on part de Cotilly au niveau du palais jusqu'à, on appelle ça comment? Jusqu'à la station Total Zachman. Ce projet-là, ils avaient lancé ça, mais à un moment donné, il y avait les pluies. Ça veut dire que lorsqu'ils ont lancé ce projet, même si c'était donné les délais, je suis sûr qu'ils ont eu à repousser les différents délais.
Parce que avec ces différentes pluies, il ne pouvait plus travailler. Si peut-être il se disait que non, on va retirer la terre pendant 2 jours. Vous arrivez à la pluie, vous ne pouvez pas retirer ça avec le... en fait, vous ne pouvez pas travailler à la même fréquence à cause des intempéries. Au niveau maintenant des contraintes. Comme contrainte, nous avons les contraintes de délai. Il faut respecter les délais. Les contraintes de qualité. Il faut produire un bien de qualité et les contraintes de coût. Dans les contraintes de coût, j'aime bien le souligner. Quelqu'un qui s'engage dans un projet et qui ne met pas dans sa tête qu'il doit toujours minimiser ses coûts, il aura un problème d'efficience. Parce que lorsqu'on parle de performance, je parle dans le cadre de performance organisationnelle, on parle de deux éléments. L'efficacité et l'efficience. C'est quoi la différence entre les deux? Est efficace celui-là qui atteint les objectifs qui ont été définis. Ça, c'est quelqu'un qui est efficace. On a défini des objectifs, il atteint ces objectifs-là, il est efficace. Mais maintenant, l'efficience va encore au-delà, parce que l'efficience va regarder le processus. Maintenant, est efficient celui qui réussira à atteindre cet objectif-là en fonction des ressources qu'il aura entre ses mains et en minimisant les coûts. Ça veut dire que celui qui est efficient réussit à atteindre les objectifs, mais en utilisant le moins de ressources possible. Quand je parle des ressources, ça peut être des ressources financières, ça peut être le temps. Parce que le temps est une ressource très importante lorsqu'on parle des projets. C'était hier, je crois, hier quand on faisait le cours, au niveau de l'introduction, je vous ai parlé du réseau PERT, du départ, de l'historique. Vous imaginez un seul instant qu'un projet qui avait été établi au départ sur une durée de 6 ans, on a ramené ça à une durée de 2 ans et demi. Imaginez un peu en termes de coût et en termes de temps. Je viens maintenant au niveau de l'autre élément, l'irréversibilité. Monsieur, j'ai une question. Oui, il y a quelqu'un, apparemment, il y a quelqu'un qui est connecté là. Oui, monsieur, j'ai une question, monsieur. Oui, monsieur Yonke, je vous écoute, monsieur Yonke. Oui, monsieur, c'est à propos de l'un des éléments là, monsieur, l'incertitude. Oui, oui. Oui, monsieur, vous avez dit que l'incertitude peut modifier la date de fin prévue d'un projet. Non, oui, oui. est-ce que lorsqu'on fixe la date de fin là, on ne tient pas l'avance de l'imprévu là? Le souci, monsieur Yonke, le souci, c'est que vous pouvez tenir compte des imprévus, mais il y a des imprévus encore plus énormes. Je prends un peu le cas de la situation actuelle que nous vivons, le cas de la crise sanitaire. Imaginez un peu quelqu'un qui avait lancé un projet pendant cette période-là, avant que la crise n'arrive. Lui, il avait peut-être regardé que non, on peut avoir des petits soucis du genre, il y aura peut-être les intempéries, on peut avoir des soucis au niveau peut-être des lenteurs administratives, mais est-ce que il a prévu, parce que quand on regarde le cas de la crise sanitaire, ça c'est un cas extrême de force majeure. Vous pouvez évaluer, en fait, c'est quoi? Vous pouvez réussir à évaluer, mais vous allez toujours rester incertain. Toujours incertain parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver. Imaginez-vous que vous avez un chantier et après il y a un accident de chantier. Est-ce que vous pouvez prévoir à l'avance les différents accidents? Vous pouvez vous dire que non, dans un chantier, on a souvent, les statistiques disent qu'on peut avoir 2 ou 3 accidents. Vous faites des prévisions. Mais arrivé seulement sur votre chantier, vous vous retrouvez avec 10, 15, 20 accidents. Vous comprenez un peu maintenant pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette incertitude-là? Oui, monsieur. Ok, maintenant quand on prend, je suis à ce niveau-ci. Voilà, je suis au niveau de l'irréversibilité.
Au niveau de l'irréversibilité, la capacité d'action est très forte au début, mais au fur et à mesure que le projet avance et que les décisions sont prises, elle diminue, car les choix faits en début de projet, je suis à ce niveau, si en début de projet limite les possibilités d'action en fin de projet. Au niveau de l'irréversibilité, je vous ai pris le petit exemple là, que si je veux construire une maison et que j'ai mis dans ma tête que cette maison, si ça sera un R+1, ça veut dire que le type de fer, le type de béton, lorsque je vais faire mon coulage, est déjà approprié à une maison à un R+1. Ça limite maintenant mes choix à la fin du projet. Peut-être à la fin du projet, je me rends compte que j'ai assez de ressources pour peut-être passer de R+1 à R+2. Mais les décisions que j'avais prises au départ vont me bloquer. Je ne pourrai pas être libre de faire ce que je veux parce que les décisions précédentes vont m'obliger à construire automatiquement ce R+1 là. Alors, je viens au niveau des parties prenantes à un projet. Les parties prenantes à un projet. Quelles sont les différentes parties prenantes à un projet? Il existe toujours, je suis à ce niveau, il existe toujours des parties prenantes à un projet avec un rôle assez précis et parfois divergent. Dans certaines situations, certaines parties prenantes peuvent jouer plusieurs rôles à la fois. Les principales parties prenantes qui peuvent être des individus ou des organisations. On a le maître d'ouvrage. Parce qu'il y a souvent certaines personnes qui confondent le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Qui est le maître d'ouvrage? Qui est le maître d'œuvre? Nous allons maintenant distinguer ces différentes parties prenantes là. Alors, le maître d'ouvrage ou porteur du projet ou encore commanditaire. C'est la personne physique ou morale pour le compte de qui l'objet du projet est réalisé, responsable de la définition des objectifs du projet et de la décision d'investir dans le projet. Le porteur du projet peut être un client externe, l'entreprise elle-même qui décide de réaliser le projet pour son propre compte. Si on reste un peu dans le bâtiment, le maître d'ouvrage ici, c'est celui-là qui aura le bâtiment à la fin. C'est celui à qui on va remettre la clé lorsqu'on va finir de construire. Ça, c'est le maître d'ouvrage. Parce que c'est lui qui a mis son argent. C'est lui qui va mettre son argent. C'est lui qui a pris la décision d'investir dans le projet. Le maître d'œuvre maintenant. Le maître d'œuvre. Je vais un peu faire la distinction là, ici. Le maître d'œuvre, c'est qui? Le maître d'œuvre ou le réalisateur, c'est la personne physique ou morale qui, pour sa compétence, est chargée par le maître d'ouvrage de la réalisation du projet. Le chef de projet choisit l'équipe projet et l'anime, organise le projet et le conduit. Il est responsable du résultat du projet devant le maître d'ouvrage. Maintenant, l'équipe projet. Lorsqu'on parle de l'équipe projet, oui, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Il y a une question. Non, monsieur, ça va, monsieur. Ok, je suis au niveau de l'équipe projet. Elle est choisie par le chef de projet. Quand vous regardez l'équipe projet, elle est choisie par le chef de projet. Elle comprend les personnes prenant une part active dans la réalisation du projet. Les responsables de l'eau, de travaux, de tâches. Elle doit être limitée en taille. Une dizaine de personnes par exemple. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle doit être limitée en taille? Lorsque vous réalisez un projet, si on reste dans le sens du projet de construction, on ne prend pas les individus au hasard, on les amène comme ça là pour dire que on lance le projet. Non. Prenez des individus avec des compétences précises. Si c'est dans le bâtiment, je dois avoir mes maçons, je dois avoir mes électriciens, je dois avoir mes gars de IS, d'installation sanitaire, là, les plombiers, je dois avoir mes plombiers. Je dois avoir chaque individu à un poste précis. Ce qui va limiter le nombre de personnes. Parce que si quelqu'un arrive qu'il n'a pas de poste précis, vient, il se place là, il va servir à quoi? Alors,
Nous avons les responsables hiérarchiques. Lorsque les membres de l'équipe sont mis à disposition pour la durée du projet, ils dépendent de leurs responsables hiérarchiques. En fait, dans la structure, il faut toujours qu'il y ait la hiérarchie et les fonctionnels. Les fonctionnels, je dis bien les fonctionnels. La hiérarchie, c'est quoi? Ce sont ceux-là qui prennent des décisions au niveau des décisions politiques et des décisions administratives. Et les fonctionnels, ce sont les hommes de terrain, ceux-là qui vont mener réellement le projet, ceux-là qui vont réaliser effectivement, parce que ce sont ceux-là qui auront de véritables tâches dans le projet. Ils ne peuvent pas être là en train d'effectuer cette tâche sans qu'il y ait la hiérarchie. Pourquoi est-ce que la hiérarchie est importante? Parce que ce sont les personnes qui appartiennent à la hiérarchie qui viennent souvent mettre, qui jouent parfois le rôle, qui peuvent jouer dans un sens ou dans un autre, le rôle de coordination, qui peuvent même encore venir mettre la pression au niveau des délais. Au-delà de des responsables hiérarchiques, en plus, je veux dire, en plus des responsables hiérarchiques, nous avons les partenaires. Quels sont les partenaires que nous avons dans un projet? Le chef de projet peut avoir besoin de partenaires en plus des membres de son équipe projet, qui peuvent être des fournisseurs, des sous-traitants ou des laboratoires de recherche ou tout autre partenaire utile au projet. Si je reste dans le bâtiment, je peux avoir mes fournisseurs, celui qui va nous fournir le gravier, le sable, le bois, ça dépend. Les sous-traitants, lorsqu'on finit la construction, nous sommes spécialisés dans la construction, on se rend compte que si nous-mêmes, on se lance dans la peinture, on n'a pas de peintre, ça va apporter des coûts et le travail peut-être ne sera pas un travail bien fait parce que nous n'avons pas les professionnels. On peut sous-traiter la peinture. Vous savez qu'on va appeler une autre entreprise qui viendra mettre la peinture. On peut même sous-traiter par exemple la pose des carreaux. Au-delà des fournisseurs et des sous-traitants, on peut avoir les laboratoires de recherche. Ceux-là qui peuvent nous aider au niveau peut-être des plans. Qui peut effectuer, je peux prendre l'exemple des études. Lorsque on effectue des études sur un terrain, il y a par exemple des études géotechniques pour savoir si la qualité du terrain peut permettre de porter le bâtiment. Alors, je viens ici. Après, nous avons ce que nous appelons le comité de pilotage. Le comité de pilotage intervient pour des décisions politiques importantes que le chef de projet ne peut prendre seul. Il est choisi par le maître d'ouvrage au cours de la construction du port. C'est un exemple, au cours de la construction du port autonome de Kribi. Le comité de pilotage a pris la décision de recevoir le matériel directement sans passer par le port de Douala. Ça veut dire que le maître, c'est que le maître d'œuvre ne pouvait pas prendre cette décision. Le chef de projet ne pouvait pas prendre cette décision tout seul. Il a fallu que le comité de pilotage prenne part à la prise de décision. Ici, j'ai mis à votre disposition, j'ai mis à votre disposition un graphique qui résume tout ce que nous avons dit plus haut. Vous voyez ici, nous avons le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage qui, ici à côté, au niveau, on a le comité de pilotage. Vous voyez que le comité de pilotage travaille au même niveau avec le maître d'ouvrage. Et ce comité de pilotage là fait comment? Il donne ses instructions au maître d'œuvre. Le maître d'œuvre maintenant lui va donner ses instructions à son équipe projet. Et son équipe projet ne va pas travailler seul parce qu'il y aura les responsables hiérarchiques qui vont aussi impulser le travail de l'équipe projet. Le maître d'œuvre va aussi donner des directives aux différents partenaires. Vous voyez que ça, c'est les parties prenantes au projet. Ok, au niveau de la typologie de projet, nous allons travailler sur la typologie de projet à la prochaine séance.
Bon, pour la journée pour la séance d'aujourd'hui, on a montré comment est-ce que on faisait la conception je veux dire, comment est-ce qu'on pouvait on pouvait obtenir notre diagramme de Gantt avec les différentes tâches. Aussi, nous sommes entrés dans les généralités sur la gestion de projet. Pour entrer sur la généralité sur la gestion de projet, on ne pouvait pas passer sans définir le projet. On s'est servi des définitions de l'AFNOR, on s'est servi des définitions d'AFITEP et des normes ISO pour définir le projet. On a aussi ressorti à travers quelques illustrations les matières à réflexion pour comprendre les types de projets. Et la partie la plus importante dans ce chapitre, c'était les principales caractéristiques d'un projet. Parce que lorsqu'on connaît les principales caractéristiques d'un projet, lorsqu'on veut se lancer maintenant, on sait déjà exactement ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Alors, dans la suite du cours, oui, monsieur Yonke. Non, monsieur, ça va. Oui, je disais que dans la suite du cours, c'est-à-dire à la prochaine séance, nous allons voir donc les typologies de projets avec les classifications de projets avant dans les différentes phases d'un projet. Il nous reste, je crois, 2 séances pour finir avec cet élément constitutif. Et le document, j'espère que vous êtes allé télécharger le document parce que j'ai déjà mis le document à votre disposition sur la plateforme. Donc, il faut le télécharger. Alors, on va se dire... Oui, monsieur Sinden. C'est madame ou monsieur Sinden? C'est monsieur Sinden. Ah, c'est monsieur Sinden, oui, je vous écoute. Oui, monsieur. Bon, monsieur, je m'excuse pour ma non-présence, monsieur. Parce que... Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. J'aurais bien aimé être là au début, monsieur, puisqu'on devait mettre au clair pour ce qui concerne le diagramme PET, monsieur, mes préoccupations que j'avais hier soir. Mais je vais essayer de revoir la vidéo du cours d'aujourd'hui pour pouvoir me mettre à la page. Ok. Parce que d'entrée de jeu, j'ai expliqué le souci qu'on a eu vers la fin. Monsieur Nganzou avait très bien, je crois que c'était lui qui avait bien relevé la petite erreur qu'on avait au niveau des dates au plus tard. Donc, si tu relis la vidéo du cours, tu vas te rendre compte que j'ai confirmé ce qu'il disait hier, qu'il y avait une différence entre les deux. Bon, on va se dire, oui, monsieur Sinden. Monsieur, je voulais savoir, par rapport aux travaux dirigés, monsieur, est-ce qu'on aura une séance de travaux dirigés ou bien... Bon, pour la séance de... Vous savez, pour la séance de travaux dirigés, vous savez que le problème avec les TD, c'est que les TD sont souvent bien en présentiel, non? Parce que là, on fait les exercices, il y a cette interactivité-là. Je vais voir au niveau de... En fait, je vais demander à l'administration comment ça se passe avant de vous revenir. Vous avez compris? D'accord, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. J'avais une dernière préoccupation. Je voudrais, en fait, je ne sais pas si mes camarades m'écoutent, je voudrais qu'ils m'envoient le lien de la vidéo, je ne sais pas. Parce que, étant donné que c'est le téléphone de ma petite soeur que j'utilise, j'ai perdu l'ancien lien qu'on avait envoyé pour les vidéos que les professeurs font, monsieur. Je ne sais pas si mes amis écoutent, ils peuvent m'envoyer cela. Mais là, vous demandez à vos camarades, ils vous envoient parce que l'équipe informatique, lorsqu'on finit le cours comme ça, l'équipe informatique, ils vont envoyer ça sur YouTube pour que vous puissiez lire ça. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute, monsieur Nganzou. Monsieur, je pense que c'est peut-être à vous de les indiquer qu'ils doivent me tuer parce que nous, depuis qu'on fait cours, ils ne nous ont jamais envoyé des liens. Mais dans le groupe de l'école, je vois que pour certaines, on les envoie les liens de leur vidéo sur YouTube. Mais par rapport à nous, on ne nous a jamais envoyé des liens. Bon, c'est très simple. Vous avez vu au niveau quand vous... c'est que vous donne simplement mon numéro, qui est le délégué, il prend mon numéro WhatsApp, il me fait un message et moi j'envoie le lien.
Là, il pourra envoyer aux différents camarades. Oui, Ça, allô, c'est- monsieur, ça, c'est c'est moi le camarade. délégué. Allô, monsieur, Oui, vous avez mon numéro, non? j'ai votre numéro. Oui, écrivez sur WhatsApp, vous vous présentez et je vais vous envoyer le lien. Ok. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Et bonne soirée, monsieur. Ok. Bonne soirée à vous. Rendez-vous à la prochaine séance. D'accord, monsieur, bonne soirée à vous.